bonjour à tous et à toutes aussi de ma part. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous ce matin et je remercie Antoine et le comité d'organisation de m'avoir donné l'occasion d'être ici aujourd'hui parmi vous. Je m'appelle Christine Isabelle, je suis directrice du département Histoire moderne à l'Institut historique allemand ici à Paris et j'ai l'honneur de vous présenter nos intervenants de ce matin. Comme vous l'avez entendu, il y avait des petits changements, mais Guillaume Mazot était déjà prévu et on reste sur cela. Donc, je vais rapidement présenter Guillaume et puis chaque intervenant aura 30 minutes pour sa présentation. Et après, on a ce résumé de la présentation d'Ivan Aprile. Et puis, on a une petite pause et après, on aura la discussion commune. Guillaume Mazot est maître de conférence à l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne, au Centre d'histoire du XIXe siècle. Et depuis 2016, il est également chercheur invité à l'Institut d'histoire du temps présent. Les thèmes de recherche de Guillaume Mazot sont vraiment très vastes. Ses recherches portent sur l'histoire de la Révolution française et plus généralement sur les phénomènes révolutionnaires. Il est spécialiste des cultures et pratiques visuelles de la fin du XVIIIe siècle au début du XIXe siècle. Et il s'intéresse également aux épistémologies de l'histoire et aux usages du passé et examine les liens entre les savoirs scientifiques, les savoirs sociaux et l'enseignement de l'histoire. Il est donc très actif dans l'enseignement de l'histoire, notamment dans le domaine des expositions et des visites de monuments et de sites parisiens. On peut citer par exemple son travail fascinant sur le projet Parcours Révolution, qui a développé une promenade dans Paris présentant les lieux centraux de la Révolution. Mais il a également apporté un accompagnement scientifique à la création artistique dans d'autres domaines, notamment en théâtre et en film. Et si je ne me trompe pas, vous étiez même impliqué dans la série Franklin. Oui, ce n'était pas un énorme succès de ma part. La Sorbonne versus Hollywood, ça n'était pas une bonne chose. Il est auteur toute une série de livres, dont 1789, Une révolution au commun, qui va paraître chez Fayard. Il est aussi auteur de Histoire, qui est paru en 2020, dans la série Le mot est faible. Et il a écrit, en collaboration avec Laurence Decoq et Mathilde Larère, L'histoire comme émancipation. Il est aussi l'auteur tout un nombre impressionnant d'articles et de chapitres d'ouvrages portant sur la culture politique, dont je vais citer qu'un. C'est l'article « La Révolution, les fêtes et leurs images, spectacles publics et représentations publiques », paru en 2018. Et ce matin, il nous parlera du Physionotrace ou les métamorphoses de la réputation. Et je suis très curieuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette très gentille présentation. Merci Antoine et merci le collectif d'organisatrices et d'organisateurs de me permettre de, non pas commencer, puisque je déteste ça d'habitude, mais voilà, au moins de parler et de partager un chantier que j'entreprends depuis un certain nombre d'années sur ces portraits mécaniques qui s'appelle le Physionotrace. Alors, c'est l'histoire visuelle et l'histoire des cultures visuelles nous a beaucoup apporté dans ces 20 dernières années, en ce qui concerne l'histoire des Lumières, à travers il y a des travaux fondateurs sur le rôle des images, des représentations, des imaginaires sociaux. Je pense évidemment à Daniel Roche, Michel Vauvel aussi sur l'histoire de la Révolution française et l'histoire des mentalités. Mais en termes de culture visuelle, je pense aux travaux de Barbara Maria Stafford, John Berder et Michael Marinan ou Lauren Daston, et en France, Anne Lafont récemment, Charlotte Guichard, etc. Donc on a beaucoup avancé et on sait un petit peu, on a fait progresser notre usage des images qui, pour nous autres historiennes et historiens de l'époque moderne, est assez pauvre, il faut le reconnaître. Ça résiste encore, d'abord à utiliser les images et à éviter d'en faire un usage pauvre, illustratif, documentaire, iconographique.
et à pleinement les intégrer dans une histoire générale du XVIIIe siècle et des Lumières. Et j'insiste, merci beaucoup, j'ai attrapé froid dans les catacombes. Et donc moi aussi, le couperet du temps a vraiment failli tomber sur ce colloque. Les catacombes officiellement, hein, je n'étais pas la nuit dans les catacombes. Alors, culture visuelle, je pense aux travaux sur les appareils d'optique, les machines visuelles, les images d'optique qu'Antoine a citées en introduction en parlant aussi des fantasmagories, des lanternes magiques, etc. C'est ce que Wendy Bellion appelle, avec Geoffrey Pingree, les new media, les nouveaux médias, avec une chronologie plus vaste, 1740-1915, qui intègre donc le daguerreotype, les dioramas, jusqu'au cinéma, etc. Et le physionotrace, puisque c'est ça dont je vais parler, ça en fait partie. Un nom qui désigne aussi bien l'image que l'instrument qui permet de fabriquer les images. De cet instrument, il ne reste que ce croquis, fait par un de ses inventeurs ou un de ses promoteurs, vous allez voir. Au milieu des années 1780, il est conservé à la Bibliothèque nationale de France. Cet appareil repose sur 3 montants de bois. Il se compose d'une charpente, d'un châssis, haut de à peu près 1,75 m sur 65 cm de large. Donc un châssis sur lequel un pantographe, c'est-à-dire un système de bras articulés vertical, relié à un viseur horizontal, permet de tracer sur un calque à taille réelle, c'est ce qu'on appelle le portrait au grand trait. D'abord le profil du modèle, la silhouette du modèle, qui se place donc de profil, entre une source de lumière, ça vous voyez sur la reconstitution à droite, constituée par une bougie, et le calque lui-même. C'est d'abord un portrait donc grandeur nature, la silhouette, puis le portrait grandeur nature qui est obtenu, puisque l'artiste qui se place derrière, avec le viseur, donc il ne tient pas directement une mine, c'est vraiment fixé sur l'appareil. Et il remplit quand même ensuite les traits avec le plus de détails possible du modèle qui est ici. Alors, il y a plein de versions de cette machine, puisqu'il n'y en a pas qu'une, ou de cet instrument. Et une des versions, notamment, qui circule aux États-Unis, en Amérique du Nord plus générale, intègre justement un pantographe qui permet de tracer en même temps, en temps réel, le modèle réduit du portrait, pour ensuite être gravé et diffusé. Alors, le client en France, puisque ça circule pendant les années 1770-80 et beaucoup pendant la Révolution française, vous allez voir, repart avec 12 exemplaires et la pierre à graver. Il peut l'acheter lui-même, et ça c'est essentiel dans l'usage ensuite de l'image de soi. Donc ça circule en Europe. Avant cette invention ou cette mise au point, disons, en France, on en a des mentions en Angleterre, dans les péninsules italiennes, en Suisse, dans les pays germaniques, etc. Voilà. Alors, il n'y a rien de très nouveau. Ces machines à dessiner, en fait, elles existent depuis très longtemps. Mais elles connaissent une série de transformations et surtout d'usages qui, peut-être, en modifient l'interprétation. Alors, je vais me demander dans quelle mesure... Donc, vous voyez ici, d'ailleurs, il y a plein de reconstitutions, puisque il y a beaucoup d'opérations de médiation qui sont faites dans toute une série de musées aujourd'hui, qui vous donnent une idée de la manière dont ça pouvait éventuellement se présenter. Et ici, vous avez l'exemple de la pierre à graver, donc, et puis de la plaque en cuivre, et puis du portrait au physionotrace de Jefferson, puisque notamment en Amérique du Nord, le procédé a été diffusé par un émigré français, un exilé, un réfugié politique français qui s'appelle Balthazar Févret de Saint-Mémin, et qui s'est établi à Washington et a tracé énormément de portraits au physionotrace de membres du Congrès, etc. Et enfin, au musée de Philadelphie, institué par Peale, qui était vraiment un grand musée, avec le physionotrace a lui servi à des choses plus classiques, c'est-à-dire des portraits à la silhouette, mais qui étaient actionnés, vous allez voir, par quelqu'un de particulier qui s'appelle Moses Williams, un ancien esclave affranchi par Peale lui-même, et donc évidemment donnant une fonction un peu particulière. Alors je vais me demander 3 choses. D'abord, comment ce physionotrace participe, comme d'autres nouveaux médias, si on peut les appeler comme ça, puisque évidemment, c'est aussi poser la question de la technique et de sa nouveauté, de son apport particulier par rapport aux usages de ces images. D'abord, que fait le physionotrace à la redéfinition des identités individuelles, mais aussi sociales. D'une certaine manière, il proclame, vous allez voir, le triomphe de l'individu roi et même de son nouveau narratif, l'ascension par la popularité, la diffusion de l'image de soi, une sorte de redistribution entre les sphères privées et publiques, mutuelles d'ailleurs, d'invasion mutuelle, une évolution des stratégies de représentation de soi. Voilà. Deuxièmement, et donc qui épouse d'ailleurs évidemment les métamorphoses des cités en transformation, en révolte ou en révolution en Europe et en Amérique du Nord.
Deuxièmement, comment ce physionotrace participe aussi à la remise en cause des cadres, des hiérarchies des mondes de l'art. Et enfin, je me poserai la question du rôle de physionotrace dans la diffusion de nouvelles utopies politiques qui accompagnent l'essor de sociétés plus libérales, parfois républicaines en Europe et en Amérique du Nord, impliquant la recherche de nouveaux procédés de représentation du monde et éventuellement des sociétés humaines. Premièrement, ce physionotrace et ses usages, surtout, révèlent la volonté de figurer à tout prix dans des ordres sociaux qui sont en recomposition, en métamorphose, et parfois en révolution. Et dans ces processus-là, la reconnaissance sociale, le regard en anglais, regard, la considération, et la reconnaissance physique aussi devient un des moteurs des mutations sociales. D'abord, le physionotrace induit un trouble dans la représentation de soi. Il révèle, il témoigne d'abord d'une expérience subjective. Aller devant le modèle, dans le cabinet de Chrétien, de Kennedy, de Gonor, il y a plein de physionotracistes ou d'artistes qui se présentent comme les inventeurs du physionotrace, c'est participer à une expérience particulière de pose, mais de pose sans regarder l'artiste. Et donc c'est une expérience de subjectivation assez inédite, proche, vous allez voir, parfois de celle de la littérature épistolaire, du fort privé, une forme d'introspection particulière. Deuxièmement, il induit un trouble dans la représentation des groupes sociaux, puisqu'il y a, vous allez voir, par la masse de portraits qui émergent complètement inédites. Il faut savoir que ces petits portraits qui ne sont pas souvent considérés et qui ont été peu étudiés, parce qu'ils sont de faible qualité, sont mal conservés, on n'arrive pas à les tracer parce qu'ils ne sont souvent pas identifiés, il n'y a pas le nom souvent de ceux qui posent, de celles qui posent. Malgré tout, c'est un gigantesque trombinoscope de la société et des sociétés en transformation de la fin du XVIIIe siècle. Et puis un peu plus que ça, peut-être comme d'autres médias, en démocratisant les portraits individuels, en reposant sur la fiction de la parfaite ressemblance, parce que c'est comme ça qu'il se vend. C'est vraiment le comble du portrait d'après-nature. Tous ceux qui promeuvent le physionotrace disent que c'est en quelques secondes seulement qu'on arrive à poser et qu'en captant la silhouette parfaite du modèle, alors on arrive à fixer. Il y a une sorte de cliché qui serait plus vrai que tous les autres. Évidemment, c'est une fiction sociale, mais cette fiction sociale, elle nous dit quelque chose d'intéressant. En tout cas, ça nous dit ce désir d'être reconnu socialement. Donc c'est le paradigme de la reconnaissance, mais aussi reconnu individuellement dans différents cercles. C'est ce que je vais aborder ici. Alors tout d'abord, le triomphe du sujet. Voilà à quoi ça ressemble quand même. D'abord, le client repart avec la plaque à graver quand il peut l'acheter. Et évidemment, tout ça, ça change énormément de choses puisque les clients peuvent ensuite regraver leur portrait et éventuellement le faire retravailler. En faisant retravailler la matrice, on peut faire évoluer le portrait de soi tout au long de sa carrière professionnelle, de sa vie, etc. Et donc, c'est une appropriation assez singulière et pas si courante que ça à la fin du XVIIIe siècle de l'image de soi, de sa diffusion et de la promotion de sa position sociale. Donc, ce physionotrace, par l'explosion de portraits qu'il révèle, c'est pas si exceptionnel. Il s'inscrit dans la vague des modes, des miniatures, des portraits en général. C'est vraiment l'explosion des portraits individuels, notamment au moment de la Révolution française, et des collections de portraits, et pas seulement ceux des députés. Malgré tout, ça témoigne d'une diffraction, d'une dissociation très forte d'une société qui est en train d'exploser, celle de la société des identités assignées, celle des identités de corps, d'ordre, dans laquelle les positions subalternes et affiliées, sans choix véritable des individus, sont très fortes. Et donc là, on a vraiment l'expression de ce détachement de l'identité individuelle et de sa représentation, avec pourtant, en même temps, donc une forte tendance à la différenciation. Vous allez le voir, on insiste sur les particularités physiques des modèles à chaque fois. C'est un peu le cahier des charges du physionotrace. Vous avez le vrai portrait de vous, avec éventuellement d'ailleurs vos particularités et vos disgrâces physiques. Et en même temps, il y a un effet d'uniformisation très fort. Et cette tension entre différenciation et uniformisation est aussi une des marques de ces sociétés en recomposition. Donc, ils se présentent d'abord comme des portraits d'individus qui marquent alors, quand c'est possible, là, ici, il s'agit d'un certain Beaker qui dit, voilà, il a 44 ans en 1790, donc sa volonté de marquer le temps avec l'histoire individuelle. Donc il y a une affirmation du rôle de l'individu sur l'histoire, et regardez la manière dont ils étaient découpés, c'est 5 à 7 cm de diamètre. Ils étaient donc découpés en rond et probablement faits pour être distribués avant tout dans le cercle familial ou amical, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y avait pas les noms dessus, puisqu'ils étaient faits pour être utilisés et distribués par des gens qui vous connaissaient et qui vous reconnaissaient déjà.
Voilà, donc c'est une prétention qui n'est pas si nouvelle, elle s'inscrit dans la vogue. Alors là, j'ai fait une captation d'écran d'une vente aux enchères de la galerie Mas, à Paris, hein, qui en contient beaucoup. Il y a énormément de portraits qui vendent des tabatières, des objets du quotidien. Donc, en tout cas, c'est intéressant de voir que ces physionotraces, ils participent à la dissémination très forte eh bien, d'images de soi, d'images des individus, dans la culture matérielle, dans la culture des objets, dans la consommation, la culture de la consommation domestique du XVIIIe siècle. Il y a énormément d'objets qui en sont ornés, que ce soit le Pelletier ici, évidemment, de Saint-Fargeau, donc c'est un des martyrs de la Révolution française, mais ou des anonymes, on en a énormément. Ces portraits servaient aussi donc pouvaient être retravaillés, alors utiliser du vivant comme à gauche des modèles, mais aussi après la mort. Donc il y a énormément de portraits funèbres, des physionotraces, puisque portant plus que d'autres le caractère et l'intimité, presque portant la présence de l'absent. S'il est à distance ou s'il est mort, ces physionotraces étaient vraiment utilisées comme des objets, un peu comme les livres d'amitié ou les lettres, comme des objets des médias, hein, portant la présence des individus. Pas de décor, alors ça c'est les tout premiers physionotraces des années 1780, utilisés à Versailles et à la cour par Chrétien, qui était un violoncelliste du roi. Pas de décor pour des nobles qui sont habitués aux portraits de conditions, etc. Il s'agit presque d'un dénuement très fort. L'individu apparaît dans sa nudité individuelle, presque subjective. Et donc, c'est ici une affirmation de l'intimité physique, aucun détail n'étant éludé. Donc ça, c'est ce que je vous disais aussi. Il y a un effet de standardisation et de série très fort. Ici, c'est les physionotraces de Févret de Saint-Mémin. Il y a un paradoxe entre la différenciation, la subjectivation et en même temps l'uniformisation, puisque c'est un peu paradoxal. Quand on les voit, souvent, ils ne sont pas attribués, il n'y a pas de nom, c'est des anonymes. Et donc, il y a une sorte finalement d'anonymat très fort et d'effet d'homogénéité très forte qui apparaît. Voilà, donc ce serait en quelque sorte le triomphe de la subjectivité, du caractère saisi comme dans un cliché instantané. Image utilisée comme remède à l'absence, c'est par exemple, Jefferson par exemple se fait faire des physionotraces parce qu'il est pressé par ses deux filles lorsqu'il est absent et qu'il est à Washington d'en faire, donc il en fait 2 en 1804 parce qu'ils sont utilisés comme des objets de mémoire, etc. Il y a des nouveaux visages du coup qui apparaissent énormément grâce à ces usages de l'intime. C'est les enfants qui sont aussi les nouveaux rois en quelque sorte de ces images-là. Et donc ça leur fait un accès à l'image, c'est des sources aussi très intéressantes pour ça. Les portraits de famille aussi, on y va en famille. Donc c'est aussi des nouvelles sources et c'est aussi l'affirmation de nouvelles cellules de ces sociétés en recomposition. Voilà, donc il y a énormément de portraits de famille, mais dans lesquels les individus sont détachés des autres membres. Ce n'est pas des portraits de famille non plus classiques qui sont destinés forcément à être vus dans une salle ou un extérieur domestique ou un espace public. Et puis c'est aussi l'exaltation de l'amour conjugal, puisqu'on y va séparément mais ensemble, en prenant les physionotraces de profil de sorte à ce qu'ils se regardent, et éventuellement ils étaient encadrés dans les espaces domestiques pour sacraliser ou en tout cas vanter l'amour conjugal. On cache rien des imperfections physiques. Les prognaties ne sont pas dissimulées par justement cette machine qui vise à presque sculpter le réel, en tout cas le reproduire, l'enregistrer, un peu comme dans une imprimante 3D. Et donc, ce sont des portraits qui, d'habitude, ce sont des détails physiques, le léger embonpoint, un menton un petit peu proéminent, etc., qui ne sont pas souvent, finalement, reproduits dans les autres types de portraits de conditions, des portraits sociaux. Alors, il n'y avait pas de consigne spéciale, mais évidemment, si vous ne regardez pas l'artiste, vous n'allez pas sourire, la plupart du temps. Et donc, souvent, personne ne sourit. C'est une sorte d'impassibilité collective qui apparaît, qui correspondait aussi à la volonté on est au moment de la physiognomonie, ces gens-là correspondent avec l'avatar, il y a l'idée que le profil est la meilleure ligne pour tracer et rentrer dans le caractère, l'intimité vraiment du caractère individuel. Et donc on ne sourit pas, et parfois quand même, pour faire de l'histoire des émotions, même si c'est un petit peu différent de ce que, par exemple, souligne Colin Jost dans son dernier livre, L'essor du rire au XVIIIe siècle, l'essor de la subjectivité dans la représentation de soi, quelques sourires percent chez cet enfant, et puis surtout chez Adèle de Bellegarde, à la fin du XVIIIe siècle, qui transperce le cadre en quelque sorte en choisissant de regarder ailleurs. Donc il y a une volonté aussi des individus
non seulement d'utiliser cette image-là et ce procédé-là pour faire le triomphe de soi, en quelque sorte, hein, et de l'image de soi, mais aussi pour s'approprier le cadre de pose qui est demandé et imposé. Alors et c'est ce dont témoigne Madame Roland, Madame Roland, qui est en correspondance avec Lavater et qui lui dit, voilà, je vais vous transmettre un portrait de moi et mon mari. Et finalement, moi, j'ai retrouvé que le portrait d'elle, donc je vous le diffuse ici. C'est évidemment aussi d'autres groupes sociaux qui apparaissent à travers ce Physionotrace. D'abord, la société de cour et les nobles. Pour eux, c'est vraiment descendre que de sacrifier à ce genre de portrait très simple, très épuré. Mais c'est aussi les femmes. C'est un corpus incroyable sur les femmes qui vont poser sans leur mari ou à l'écart de leur mari et qui accèdent à un portrait de soi. Et ici, évidemment, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer le portrait de Madame Bailly, la femme du premier maire de Paris, etc., qui donc a son portrait, qui a droit à son portrait. Et donc, c'est aussi une source incroyable pour faire l'histoire des modes, des recompositions vestimentaires, de la société des apparences, qui se transforme très rapidement avec l'apparition donc des robes à l'antique, là, à la fin du XVIIIe siècle. C'est aussi beaucoup de bourgeois, d'artisans, où c'est les nouvelles identités sociales avec la nouvelle conception de l'utilité sociale qui est vantée et qui est un petit peu promue avec ces portraits-là. Où, il faut savoir que c'était par rapport aux miniatures, j'aurais dû vous le dire avant, c'était extrêmement bon marché. C'est-à-dire que pour quelques livres seulement, vous aviez le droit à un portrait de vous. Et en fait, ça perturbe complètement le marché de l'art et ça donne accès à énormément d'artisans, de commerçants, de membres de la bourgeoisie, à un portrait de soi, alors qu'auparavant, ils n'avaient pas l'argent d'acheter des miniatures ou de commander un portrait à l'huile, etc. Et donc, cet homme qui travaille au Louvre n'a pas choisi de mettre sa profession sur ce Physionotrace, mais par contre, il pose en costume de garde nationale, puisque ça, c'est aussi un reflet des nouvelles fonctions et utilités sociales. Voilà. Subalternes parmi les dominants, les administrateurs coloniaux, qui eux s'estiment un peu lésés dans l'administration royale ou impériale, passent en priorité, beaucoup d'entre eux passent devant le cabinet de Chrétien et de Kennedy qui est fixé au Palais Royal. Ça montre aussi vraiment la volonté de promouvoir de nouveaux groupes sociaux. Et puis c'est les non-blancs aussi qui accèdent à l'image d'eux. Ici, un des seuls portraits, peut-être le seul de Vincent Auger, un libre de couleur, membre de la Société des colons américains, qui revendique l'égalité des droits pendant la Révolution française et qui passe juste avant de partir à Saint-Domingue et de commencer la révolte, avant d'être arrêté et exécuté devant le Physionotrace de Chrétien, en faisant la promotion de l'image de lui. Et il s'agit aussi, à Philadelphie, de Moses Williams, ancien esclave, qui active lui-même le Physionotrace pour les clients et qui fait son autoportrait en mettant sa profession cutter of profile. D'ailleurs, vous allez voir, ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'un artiste, est-ce que c'est un technicien, un opérateur, etc. Voilà. Et puis, Saint-Mémin, en passant dans les Grands Lacs en Amérique du Nord, fait toute une série de portraits sur les Indiens Osages. Alors évidemment, là, il ne s'agit pas d'une stratégie individuelle de promotion ni collective de promotion de l'image, c'est le regard, évidemment, de Saint-Mémin, d'un Européen sur eux, mais ça donne des images. Voilà. C'est aussi l'émergence d'énormément de portraits de provinciaux, de petits notaires, d'avocats, de commerçants qui sont de passage à Paris pendant la Révolution française. Donc il y a eu aussi une affirmation collective de portraits qui décentrent la représentation des Parisiennes et des Parisiens. Et donc ici un avocat, il y a plein de professions qui apparaissent. Mais il y a aussi des célébrités, c'est ça qui est intéressant, puisqu'il y a un marché commercial, et donc très vite, les inventeurs, en tout cas les promoteurs du Physionotrace, saisissent tout le profit qu'ils peuvent tirer d'une sorte de machine qui bénéficie d'une capacité technique, mais surtout d'un crédit social très fort, c'est-à-dire celle de transmettre vraiment la présence de l'absent. Et donc transmettre la présence de la célébrité dans l'intimité, ou même dans la poche, eh bien ça c'est assez nouveau, et c'est évidemment un procédé complètement utilisé. Donc ce portrait affirme la subjectivité des individus ordinaires, des anonymes la plupart du temps, mais il les confronte aussi à la présence, parfois dans la poche même, avec la célébrité. Et donc ça reconfigure beaucoup, ça banalise d'une certaine forme les figures publiques et célèbres, et en même temps ça promeut les individus qui deviennent finalement, qui prennent place à côté de ces figures adorées, dignes d'admiration. Ensuite, c'est mon deuxième point, je voudrais montrer que ces Physionotrace fabriquent aussi de nouvelles réputations artistiques dans le contexte de promotion de nouveaux médias.
C'était pas si nouveau, je vous ai dit, il faut les remettre dans la place, dans le contexte de la promotion de l'industrie des petits portraits, qui sont vendus chez les marchands merciers à la fin du XVIIIe siècle. Au fond, ce qui arrive dans le monde de l'art avec ces artistes qui gagnent beaucoup d'argent, vous allez voir, et qui diffusent énormément de portraits, puisqu'il y a un public complètement nouveau qui peut s'acheter ces portraits. Voilà. Il se passe la même chose qu'avec la bohème littéraire, et que ces petits auteurs. Ça correspond évidemment à tous ces mondes-là. François Gonor, en 1786, dans le Journal de Paris, qui dit utiliser ce qu'il appelle, lui, le pantographe. Alors, il y a plein de noms différents. Machine polycrest, pantographe, physionotras aux États-Unis. Il dit qu'il utilise depuis le début des années 1770. Il propose une formule qui résume bien, je crois, cette transformation. Les portraits mécaniques sont, selon lui, le mariage du goût et de la raison ensemble. C'est-à-dire de l'art et de la science, de l'art et de la technique, du sentimentalisme que transportent ces portraits, très intimes, très subjectifs, mais aussi de la raison, puisque c'est un instrument. Il y a une sorte d'utopie naturaliste dans cette machine-là, très forte. De la subjectivité et même de l'aspiration à l'objectivité. Et en tout cas, ces portraits redistribuent ces catégories-là et font émerger, vous allez voir, des outsiders dans le monde de l'art. C'est Chrétien, Gilles-Louis Chrétien, violoncelliste à la musique du roi, qui doit se reconvertir, vous comprenez bien pourquoi, pendant la Révolution française, et donc il choisit d'utiliser ses compétences techniques, son maniement des instruments, finalement le développement de cet instrument-là. Il commence à la cour, il fait un dessin, donc il organise ses séances de pause comme des véritables performances, et il se fait une publicité justement en publiant dans les journaux à chaque fois le résultat de ses expériences dans le cadre de la culture de la mondanité, la curiosité, des performances à la cour entre art, science, etc. Donc des choses qu'on connaît assez bien. Pardon. Et ici, évidemment, il se fait une popularité avec le dauphin. Mais très vite, le public s'élargit. Lui-même, d'ailleurs, avec une vraie volonté des membres. Donc ici, il s'agit de Kennedy, avec lequel Chrétien s'associe. Parce que Chrétien, il ne sait pas dessiner. Donc c'est Kennedy, donc le dessinateur, qui dessine. Il fréquente le salon de la correspondance générale pour les sciences et les arts. Donc il y a de peindre, de la blancherie. Donc il y a une vraie volonté, là, pour le coup médiatique, de faire communiquer, de transmettre des savoirs. On vend les portraits, mais on vend aussi presque la compétence technique à savoir utiliser ces machines. Il y a une vraie tension entre revendication de l'invention et de la possession presque du droit d'auteur ou du brevet, et en même temps la volonté d'en diffuser l'usage à tout le monde. Donc c'est vraiment très intéressant pour ça. Et du coup, ces outsiders qui utilisent ces machines-là, c'est beaucoup de gens qui sont à la frontière entre le dessin technique, mais aussi la création artistique plus classique, voire académicienne. Qui utilisent ces pantographes, c'est les ingénieurs au même moment, les cartographes, les architectes. Et donc, ces gens-là participent à un décloisonnement entre sciences, pratiques artistiques et la conception de l'art utile qui se développe par ailleurs. Antoine a parlé de l'encyclopédie. La diffusion est massive, véritablement massive. À peu près 1000 portraits qui sont ensuite déclinés en multiples, vous avez compris, et en série, sont produits par chaque cabinet, et il y en a des dizaines rien qu'à Paris. À la fin du XVIIIe siècle. Et en Nouvelle-Angleterre, William King se vante par exemple d'en avoir réalisé environ 8000 en 1806. Raphaël Peale arrive, lui, à Boston en 1804 et il prétend avoir apporté 10 000 portraits au physionotras qui ne représentaient qu'un tiers de tous ceux qu'il aurait réalisés entre Maryland, Virginie, Caroline du Sud et Géorgie. Donc, une réalité massive qui, d'ailleurs, transparaît. On les voit dans toutes les collections, aujourd'hui, privées, collections publiques, etc., et qui est véritablement un succès transnational, assez global, puisqu'on le retrouve en Europe et en Amérique du Nord, comme je vous l'ai dit. Pourquoi ce succès ? Parce que pas de perte de temps, ça épouse aussi l'accélération du temps et des emplois du temps de la fin du XVIIIe siècle et l'accélération de la temporalité en période de révolution. Ça prend que quelques minutes, donc ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Ça correspond aussi au code esthétique à la fois classique de mise à l'honneur, ça ressemble quand même furieusement aux médailles, aux portraits de médailles, donc c'est légitimement socialement, évidemment. Donc, il n'y a rien de très nouveau non plus dans ces portraits-là, c'est assez classique. Et aussi, ça correspond au code puritain d'une célébrité modeste, en quelque sorte. Cette tension qui travaille ces sociétés de la fin du XVIIIe siècle, le fait de prétendre vouloir accéder à tout, et dans lequel l'individu pourrait tout changer, et en même temps, pas trop, parce qu'on a aussi peur du retour des anciens régimes de mise à l'honneur. La géographie de ces techniciens, artistes, elle montre une compétition acharnée. Ils sont tous autour du Palais Royal, donc on sait qu'il y a un public pour ça, et ils multiplient les publicités les plus agressives dans les journaux
montrant leur succès, la différence entre ces images et les autres types d'images, de portraits, etc. Évidemment, très vite, ils se font critiquer. Mercier critique la foule de barbouilleurs qui vivent désormais de leur pinceau ignare, qui peignent comme certains perruquiers coiffent. On voit ressortir les vieux arguments de Diderot à propos des méfaits du commerce sur l'art, ou de Watley, qui fustige les machines, qui fustige leur exactitude servile. Voilà. Et enfin, Robert Martin Le Sueur qui disent finalement que jamais ces machines n'apprendront à voir réellement la nature et que les yeux suffisent bien. Voilà, donc les outsiders répondent à ces critiques par la légitimation artistique, puisque avec l'explosion du privilège et du monopole de l'accès au salon, eh bien, n'importe qui en théorie peut exposer, et en fait, ils les exposent en masse dans les salons, en 1793, 95, et c'est pour ça, vous allez voir, c'est mon dernier point, que là, il y a l'ambition aussi d'une nouvelle représentation des sociétés en recomposition. Il y a des trombinoscopes géants qui se représentent au Salon du Louvre en 93 et en 94, et en 95, pardon. Voilà, ça réussit. Ça réussit, donc vous voyez ici l'apparence un peu plus classique des portraits de Févé de Saint-Mémin. Et puis, alors, la logique commerciale vise aussi à épouser les événements et à finalement faire des portraits. Il y a une fiction, il y a une petite supercherie. Hein. Ce n'est pas toujours fait d'après nature. Ils s'inspirent de portraits qu'ils estiment être plus représentants que les autres. Ils disent, comme c'est fait au Physionotrace, on arrive à la ressemblance parfaite. Donc, il y a des logiques marchandes, de commercialisation qui sont tout à fait claires. Et donc là, c'est tous les nouveaux héros éphémères. C'est d'ailleurs pour ça aussi que c'est intéressant, c'est que c'est des portraits éphémères qui s'adaptent au caractère très versatile, éphémère, provisoire de la Révolution. J'en vois aux travaux de Richard Towes, Duval des Préménil en 1788, Bailly, maire de Paris. Souvent, il y a des inscriptions. Ou Mirabeau, après sa mort, on revient sur ces mots du 23 juin 1789. Marat, l'ami du peuple, donc après son assassinat en 1793. Voilà. Et puis, il y a aussi toutes les stratégies de célébrités locales. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui promeuvent des célébrités à Grenoble, ici, donc un lieutenant-colonel de la garde nationale de Grenoble. Voilà. Et donc, ça réussit quand même, ça redistribue les hiérarchies dans le monde de l'art un petit peu. C'est-à-dire que ces gens accèdent à la visibilité, ils font des autoportraits. Edme Kennedy, ici présent, fait son autoportrait au Physionotrace, et puis Moses Williams, qui accède à la visibilité. Ce n'était pas si courant pour des noms blancs. Alors on peut se demander si le portrait à la silhouette est une forme d'accès à la visibilité ou de travestissement de la couleur, évidemment, et en même temps d'accès à la visibilité et à un statut professionnel, puisqu'il le marque, cutter of profiles. Mais là, évidemment, le vertige est souligné par cette expression opérateur, technicien, artiste. Voilà. Donc on est dans ce monde des médias, des lumières, avec plein de tensions. Et enfin, pour terminer, est-ce que ces images, est-ce que ces portraits mécaniques ne traduiraient pas une forme de révolution dans la représentation au moment de la crise politique des Lumières? Alors, ces images standardisées, la fiction qu'elles vendent contribue à inventer peut-être une nouvelle culture politique. Hein. Ce qui n'est pas totalement nouveau, hein, elles ne sont pas totalement nouvelles. Eugène du Cimetière avait lui-même essayé de faire une série de portraits pour honorer les leaders de la guerre américaine, mais ils étaient réalisés un petit peu comme des portraits assez classiques d'institutions, légitimement, presque statufiés. Charles Wilson Peel avait fait la même chose, Benoît-Louis Prévost en a gravé aussi des insurgents en 1781, en reprenant un format assez classique. Mais ici, ces portraits jouent un rôle essentiel, avec les collections de portraits plus classiques de Desjabins, de Levaché, qui fait défiler tous les députés de l'Assemblée nationale constituante en France et de la Convention ensuite. Ils jouent un rôle dans la diffusion des nouveaux corps représentants de la nation. Et ici, ce n'est pas seulement les stars de la Révolution française qui émergent, c'est aussi les petits députés. Là, ici, le maire de Quimper et le député Kervélégan, Pierre Géraud Duplessis, député du tiers-État. Tout le monde passe devant sa machine. C'est-à-dire qu'il y a la volonté aussi d'en faire un usage politique, de promotion de la représentation de soi. En assemblée, il faut être reconnu. Et donc, on a des témoignages de députés qui les distribuent autour de soi pour être vus et reconnus physiquement. Et oui, ça compte dans la stratégie politique de cette France de la fin du XVIIIe siècle. L'ambiguïté, ces portraits visent aussi à compenser une popularité
qui est vu parfois comme pas très légitime. Bailly, le premier maire de Paris, se fait acclamer maire. Et donc la recherche de la popularité de ces portraits vient comme compenser ce déficit de légitimité politique et démocratique, en recherchant une popularité, une sorte d'empathie avec le public en diffusant son portrait de soi, son portrait, le vrai portrait de soi, à une période où on doute beaucoup de la sincérité des engagements, et où on doute beaucoup, et on a raison, parce que les choses changent très très vite en période de révolution. Voilà, donc énormément de portraits, notamment de Robespierre, l'incorruptible, mais vous voyez, donc ils sont très peu connus, et c'est aussi des sources assez peu connues et intéressantes. Lafayette, qui commande des portraits personnels sans son nom, mais qui commande aussi des portraits avec son nom, ses fonctions, etc., pour en faire un usage politique, et évidemment en couleur. C'est aussi les règles de la communication politique qui se développent, qui enrichissent leur palette. Washington, qui aussi fait commander plusieurs portraits de lui par Févret de Saint-Mémin à Washington, dans son cabinet de Washington. Ces portraits mécaniques servent aussi au combat politique à distance. Qui passe devant les cabinets de ces physionotracistes? C'est toute la diaspora des réfugiés hollandais de la fin du XVIIIe siècle, qui forment une communauté politique en exil à Paris et dans le nord de la France, dans les Flandres en particulier, et qui font visiblement, il y a une forme de stratégie, je ne sais pas très bien si elle est individuelle ou collective, mais on en a énormément de portraits d'eux, ils sont clairement surreprésentés. L'idée, voilà, c'est que ces portraits font quelque part, qui sont à la fois complètement détachés, qui révèlent une forme d'atomisation subjective des sociétés en recomposition, eh bien, quand même, font vivre et font représenter des communautés politiques à distance, en exil, ou qui sont en train de se fabriquer. Et je terminerai par l'idéal de représentation, mais aussi de dévoilement des nouveaux corps de l'histoire. C'est-à-dire que cette utopie, c'est celle des corps transparents. La machine, elle est promue dans le contexte d'une lutte contre l'opacité. Elle promet, alors, le pari peut-être n'est pas complètement tenu, une révolution de la représentation, de l'incarnation qui échapperait aux artifices de la pose. Les gens n'ont pas le temps de poser, de tricher. Ils doivent faire tomber leur masque social puisqu'on les saisit en un rien de temps. Voilà, et puis tout ça, si on ajoute en plus l'utopie qui fait du profil du crâne le tracé du vrai caractère, qui ne ment pas, d'accord, avec la physiognomonie, etc. Et donc il y a un effet quand même très fort dans cette utopie. Comme le dit, c'est un petit peu comme l'ont montré d'ailleurs Wendy Billion et David Brigham dans la diffusion de ces profils, qui contribuent selon eux à stimuler la politisation quotidienne de la jeune République américaine. Et la modestie de ces portraits, enfin, sert à notre projet pour terminer. Elle répond à la demande de représentation, de regard, de reconnaissance et d'admiration des nouveaux fondés de pouvoir, tout en évitant les excès de la mise en honneur et en évitant les formes de stabilisation, de fixation, de monumentalisation dangereuse des nouvelles figures publiques, et du coup peut-être d'échapper aux contradictions soulevées par David Bell dans le culte des chefs, et cette puissance du charisme, de la représentation du chef, etc. C'est des anti-portraits à cheval, on pourrait dire. Et ne peut-on aller plus loin en guise de conclusion? Cette machine prétend même bouleverser la notion même de représentation, de la sphère politique. Dans le Mercure de France, le 21 janvier 1785, Gonor dit « Nous sommes parvenus à faire représenter à cette machine depuis les plus petits objets jusqu'à une figure naturelle. » C'est-à-dire que cette machine serait applicable à tous les objets, les cartes, les paysages, et même des bâtiments. Février de Saint-Mémin, par exemple, fait des physionotraces des nouveaux monuments de la République jeffersonienne, etc. Et donc, il y a une forme d'idéal de fabrication d'avatars, de cloner des individus, de reproduire presque le réel comme une forme d'imprimante 3D, mais en 2D. Donc je pense qu'il pose en tout cas la question de l'idéal des Lumières, un des idéaux des Lumières, de l'abolition de la distance entre la réalité et la représentation. Je pense à la lettre d'Alembert sur les spectacles. De la même manière, dans l'ordre du langage, d'autres machines ou d'autres procédés comme le logotachygraphe, une technique d'écriture collaborative qui prétend capter, enregistrer la parole totale des députés, sans interprétation possible des journalistes qui sont là pour noter la parole des députés. Évidemment, c'est une fiction, c'est une utopie. En tout cas, il y a une sorte d'utopie d'immédiateté, presque de procédé sans médiation. Le physionotrace ne se présente pas comme un média, mais presque comme une voie d'accès à la réalité elle-même. Ce n'est pas le moindre paradoxe, mais ce n'est pas le moindre intérêt peut-être de cet instrument. Je vous remercie.